Chers amis, au nom de toute l'équipe du FIC Forum in Cyber, je vous souhaite la bienvenue, à vous qui êtes présents dans cette salle et puis à vous qui nous regardez par webinaire interposé. On parle souvent de souveraineté. Souveraineté, 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 ça rappelle un peu le discours du général de Gaulle, l'Europe, 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 on saute comme un cabri. Et ce mot souveraineté est dans tous les discours. Et on parle de souveraineté technologique. Est-ce que j'ai la souveraineté sur l'IA? Est-ce que j'ai la souveraineté sur la blockchain? Souveraineté sur le cloud? Vous pouvez décliner dans tous les domaines. Mais on oublie souvent un élément fondamental. Je peux avoir des technologies, je peux avoir tous les éléments, les ingrédients de la souveraineté. S'il me manque les humains, il n'y a pas de souveraineté. Et je crois que la première bataille pour reconquérir notre souveraineté, c'est la bataille sur la ressource humaine. Cette bataille sur la ressource humaine, il faut aller la chercher. Il faut lui montrer qu'il y a des emplois dans le monde cyber, dans le monde numérique, des emplois qui ne sont pas simplement des emplois dans les sciences dures, mais aussi dans les sciences humaines et sociales. Ces deux sciences doivent converger. On ne peut pas être avocat si on n'est pas un peu ingénieur, on ne peut pas être ingénieur si on n'est pas un peu juriste. Ces deux métiers doivent converger pour montrer à chacun qu'il y a un avenir pour eux dans le monde numérique, dans les entreprises, dans les associations, dans tous les domaines. Et ça, je crois que cette formation initiale doit aussi être regardée au travers de la formation, je veux dire, continue. Combien aujourd'hui de personnes qui travaillent dans des entreprises vont voir leur métier disparaître ou être modifié profondément, d'où la nécessité de reformater en cours de carrière et d'offrir des formations pour des personnes qui ont besoin de se réorienter. Donc vous voyez que l'enjeu de la formation, c'est quelque chose de fondamental. Et une fois qu'on a formé, il faut effectivement que les entreprises offrent des perspectives. Le problème est compliqué aujourd'hui puisqu'il y a une pénurie, puisque les secteurs publics et privés sont ensemble sur le marché et que parfois le secteur public n'offre pas les mêmes rémunérations que le secteur privé. Mais il y a donc aujourd'hui un véritable enjeu. Et donc aujourd'hui, nous allons en parler avec nos amis ici présents. Mais juste avant, je vais laisser à Anthony le soin de présenter quelques vues avec vous sur le management des talents cyber. Merci. Bonjour à tous, merci effectivement d'être là. On va vous présenter une étude qu'on a menée donc sur ces derniers mois avec Anthony Guilleux qui est présent ici et moi-même au sein des clients du cabinet Wavestone, qui permet finalement de poser un peu le décor, parce qu'on parle beaucoup de la pénurie des talents, mais il faut voir aussi que beaucoup d'actions peuvent être portées au sein des filières cybersécurité, et on a voulu concrétiser finalement aujourd'hui où se situent les différentes entreprises sur ce sujet-là. Alors, quelques chiffres très rapides en introduction. Le général le disait bien à l'instant, on est sur un marché qui est hautement compétitif. Vous avez des chiffres ici qui mélangent à la fois des chiffres français, des chiffres internationaux, plus de 60 000 offres d'emploi, 42% de postes qui ne sont pas remplis. Ça, c'est des chiffres qui nous viennent de l'IC Square, qui sont derrière les certifications professionnelles que vous connaissez bien, comme le CISSP. Et puis, on voit aussi que finalement, on a quand même un pool de talents, un vivier de talents qui est là, mais qui finalement n'utilise pas complètement tous les leviers pour pouvoir grandir. On voit que beaucoup de recrutements se font sur le marché caché, finalement, entre structures, entre entités, entre personnes qui se connaissent, qu'on a un taux de féminisation qui est évidemment beaucoup trop faible, et puis finalement aujourd'hui un taux de formation qui est attendu, qui est souvent très haut, même peut-être parfois trop haut. Je pense que ça pourrait être un des sujets qu'on évoquera dans la table ronde, avec des niveaux d'exigence qui ne sont pas forcément en rapport avec ce qu'il y a vraiment besoin de faire. Voilà, donc ça c'est un angle du problème. L'autre angle, c'est finalement les personnes et les entreprises qui aujourd'hui sont dans le secteur, quelle est leur approche, quel est leur sentiment sur ce qu'ils font. La bonne nouvelle, c'est quand même que les gens sont plutôt contents d'être en cybersécurité, voire même ils sont très contents. On voit qu'on est à 75% de personnes qui ont été interrogées par la IC Square qui sont satisfaits de leur position. Mais on voit qu'il y a aussi beaucoup d'attentes
avec 62% qui souhaitent être formés, développer leurs compétences. Et ça se comprend bien. On voit la vitesse à laquelle va le numérique, on voit la vitesse à laquelle va le cyber. Si on n'est pas dans une logique de formation en continu, eh bien, on va vite être décalé. Et puis on voit ici aussi les diplômes d'origine, finalement les compétences d'origine des personnes, avec une très forte représentation des compétences et des formations en informatique, en numérique. C'est normal, c'est là d'où c'est venu. Il ne faut pas oublier que la sécurité informatique, quand elle a commencé à émerger, allez, on va dire dans les années 1990, c'était souvent les personnes en charge du réseau qui s'y sont mis petit à petit. Et donc, toute la filière, toute l'expérience des gens qui a été acquise vient beaucoup de ce terrain technique. Mais le métier a très largement évolué. Et aujourd'hui, ce qu'on attend d'un responsable cybersécurité dans une grande structure, c'est beaucoup de compétences de management. On se retrouve sur des budgets de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. On a des équipes qui dépassent les 50, les 100, parfois les 1000, voire les 2000 personnes. Et donc, on n'est plus du tout sur les mêmes compétences requises pour animer cette filière. Voilà pour les quelques chiffres introductifs. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anthony qui va vous expliquer ce qui se passe dans les entreprises. Merci Jérôme et bonjour à tous. Donc ça, c'était le constat et je pense qu'il est partagé par tous. Ce qu'on s'est dit quand on a étudié tout ça, c'est qu'on manquait beaucoup d'informations sur les entreprises et leurs pratiques. On a beaucoup d'informations sur le marché, mais peu sur les entreprises. Donc on s'est posé la question de comment évaluer les pratiques dans les entreprises. Donc on a créé un outil d'évaluation. Alors, étant donné que les frameworks cyber aujourd'hui sont assez pauvres sur ce sujet, on a épluché beaucoup de littérature, notamment sur le talent management hors cyber. Le Harvard Business Review nous a beaucoup aidé, vous le verrez après sur la partie restitution, on s'est beaucoup inspiré des approches et aussi notre expérience personnelle terrain côté Wavestone pour construire donc un outil qui a aujourd'hui 22 questions avec 4 niveaux de maturité par question, qui traite des sujets qui sont affichés, donc recrutement, organisation, rétention, etc. Et donc, cet outil permet d'évaluer les entreprises, mais aussi de les positionner par rapport aux autres répondants. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça permet de voir finalement quelles sont les tendances observées sur ce pool d'entreprises. Aujourd'hui, on a une dizaine de répondants qu'on a voulu plutôt varier, donc sur des pays différents, sur des secteurs différents, sur des tailles différentes, parce qu'on a voulu avoir le plus d'hétérogénéité dans les pratiques pour avoir beaucoup de matière. Et donc, j'ai des résultats à vous présenter. Ce résultat, il est de 39,8 sur 100 de maturité par rapport à notre outil, ce qui n'est pas complètement étonnant étant donné que la discipline, enfin en tout cas le sujet reste relativement nouveau, voire il est plus élevé que ce qu'on pensait pour être honnête. Et c'est en regardant le détail sur les différentes catégories qu'on a un maximum d'enseignements à partager. Avant de me lancer dans la présentation, je vais vous dire 2 mots sur le formalisme. Donc, comme je vous ai dit, on s'est beaucoup inspiré du Harvard Business Review qui nous a notamment donné une clé qui sont les axes que je vous présente. Donc, il y a un axe individuel collectif, c'est-à-dire est-ce que la mesure porte sur l'individu ou sur un groupe d'individus, et un autre axe court terme, long terme. Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit tout de suite, qui répond à un besoin immédiat, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée? Et donc, en croisant ces 2 axes, on a logiquement 4 cadrans, et c'est sur ces 4 cadrans que je vais partager les différents commentaires. Donc, si on imagine que c'est une horloge, on va commencer à 9 h, donc sur la partie court terme et individuelle. Sans grande surprise, c'est la note maximale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les entreprises, elles ont forcément commencé à investir sur ce sujet, étant donné que tous les sujets relatifs à cette catégorie sont les sujets autour du recrutement, forcément besoin immédiat des entreprises. Donc aujourd'hui, les entreprises se sont mobilisées pour proposer des fiches de poste qui soient attractives et les salaires qui soient tout autant attractifs pour attirer les talents. Mais une fois que ces individus ont été recrutés et intègrent l'entreprise, il faut se poser la question du long terme, c'est-à-dire comment on inscrit ces individus dans la durée. Et là, tout de suite, la note est un peu moins bonne. On s'aperçoit, étant donné que la filière reste quand même relativement récente par rapport aux autres filières IT, on s'aperçoit que forcément, on ne s'est pas posé la question de projeter les collaborateurs. Et notamment, à titre d'illustration, on voit que les parcours de carrière, donc ces fameuses méthodes qui permettent de jalonner le parcours d'un membre de la filière, donc partir d'un métier A à un métier B sous condition de développer certaines compétences, ces parcours de carrière aujourd'hui ne sont pas finalisés et pas opérationnels.
De la même manière, les catalogues de formation ne sont pas suffisamment structurés pour répondre aux besoins individuels des collaborateurs. Toutefois, petite nuance, on s'est aperçu quand même que dans les entreprises qu'on a questionnées, on en a pas mal qui se sont mobilisés pour créer des leviers de mobilité au sein de l'organisation, ce qui permet à court terme de se créer un vivier au sein de l'organisation et de trouver de nouveaux talents. Si on continue dans le cadran, on part sur la partie long terme collectif. Là, pareil, les notes sont plus hautes. On s'est questionné, on a questionné aussi les différents RSSI qu'on a rencontrés. On s'est aperçu que les RSSI, ils ont l'habitude de projeter leur organisation dans la durée. Peut-être pas les individus, mais l'organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le début, on leur demande de faire des roadmaps sur 3-5 ans. Donc en fait, ils font des roadmaps après des projets de transformation et ça, ils ont l'habitude de le faire. Et on s'aperçoit, vous voyez la note sur la partie recrutement de stratégie, on s'aperçoit que les stratégies de recrutement commencent à épouser les stratégies cyber. Et donc, les RSSI commencent à penser un peu leur équipe par rapport à leur stratégie. Ce qui fait que la note est assez élevée. Pour autant, on a un gros axe d'amélioration qui est autour du branding et donc la mise en valeur de la filière. Aujourd'hui, très peu le font, où certains se concentrent beaucoup sur la mise en valeur vis-à-vis de l'extérieur, mais très peu en interne et réciproquement. Enfin, dernier morceau du puzzle, c'est la partie court terme collectif. Là, c'est la partie qui tire tous les sujets autour du partage de connaissances, des communautés, ce genre de choses, donc plutôt l'apport immédiat de la communauté à un individu. Et là, on s'aperçoit donc la note est plus faible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a peu de cercles d'experts qui sont créés dans les entreprises. Donc, les collaborateurs se retrouvent peut-être un peu frustrés d'être tout seuls dans un métier qui est extrêmement riche en termes de connaissances. Et on sait à quel point en cyber, c'est important le partage de connaissances. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore complètement sur ce volet-là. En guise de conclusion, j'ai deux grands messages. Le premier est relatif à ce cadran. On peut s'apercevoir que les deux cadrans qui sont le plus en souffrance sont les cadrans qui nécessitent le plus de collaboration entre les fonctions RH et les fonctions CISO. Aujourd'hui, il est vraiment vital que les deux fonctions grandissent ensemble sur ce sujet et avancent sur les différents chantiers que je viens de citer. Et deuxième message qui n'apparaît pas nécessairement dans le cadran, c'est nous, on s'est aperçu dans le panel d'entreprises qu'on a questionné que certains sont bons sur des sujets, d'autres non, et que globalement, les entreprises ont investi sur des sujets complètement différents du fait de leur historique, de leur culture, de leurs enjeux à l'instant T. Et donc, chacun a à apprendre de l'autre sur un sujet. Et il est vraiment clé aujourd'hui de s'organiser et de créer des communautés de partage autour de ce sujet pour que tout le monde puisse grandir à cette étape-là du développement sur le Cyber Talent Management. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je vous remercie et je laisse la main à Jérôme pour la table ronde. Merci Anthony. Et donc juste pour vous dire, si jamais vous souhaitez participer à ça, c'est totalement gratuit. Hein, c'est pas, on cherche pas à récupérer de l'argent. Je préfère être clair tout de suite. C'est un entretien de 2 heures avec des personnes comme Anthony pour justement qu'on fasse collectivement grandir la vision de ce qui se passe dans les entreprises sur ce volet RH et cyber. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la table ronde. Je vais essayer de m'installer. Merci. Table ronde, vous allez le voir, où on va ajouter de très nombreuses dimensions à ce qui vient d'être évoqué, qui était plutôt centré sur l'intérieur de l'entreprise, parce que j'ai la chance d'avoir des invités de qualité ce matin, que je vais vous présenter rapidement. Donc on a, pour commencer à ma droite, Soumia Malimbaum, qui est vice-présidente de Kerus et également présidente de la CCI de Paris. On a ensuite Louis-Antoine Grasset, qui est principal chez Chaberton Professionals, cabinet spécialisé dans le recrutement et la chasse de profil. Vous avez après donc Valérie de Saint-Père, cofondatrice de l'école 2600. Et pour terminer, Walter Peretti, responsable du campus cyber pour l'école supérieure Léonard de Vinci. Voilà, et je me permettrai moi-même de compléter durant la table ronde avec la vue aussi de ce qui peut se passer dans certaines entreprises. Voilà, donc l'idée c'est de passer sur un certain nombre de questions et puis n'hésitez pas justement si vous en avez des questions qui vous viennent à les noter parce que évidemment à la fin de cette intervention on passera sur une séance d'échange avec la salle. Alors voilà, on n'a pas un peu le décor. Première peut-être question, tout le monde parle de pénurie de talents. Oui, très bien, merci. Donc tout le monde parle de pénurie de talent. Et finalement, est-ce que vous, de votre vision, est-ce que vous le confirmez? Peut-être pour commencer, Louis-Antoine? Alors oui, on le confirme évidemment. On appelle un indice d'effort
évidemment assez élevé sur les profils en cyber. On intervient sur des profils cadres et dirigeants, donc il y a un paradoxe qui est souvent que c'est relativement plus facile d'intervenir sur des profils capés, mais néanmoins, on a un vrai sujet de vivier qui est quand même limité, de usual suspect qu'on retrouve évidemment assez fréquemment dans les process, et d'un impératif à aller aussi s'ouvrir et réfléchir à comment transposer les compétences sur ces métiers-là. D'accord. Et de votre côté, Soumia, vous l'observez aussi, cette pénurie de talent, comment vous le prenez? Oui, tout à fait. Moi, je représente aussi notre syndicat Numéum, qui est le syndicat des entreprises de services numériques, des éditeurs et des conseillers en technologie. La demande a augmenté, la demande est exponentielle en fait. Et en même temps, l'offre de formation, qu'elle soit initiale ou continue, ne suit pas. Donc, on se retrouve finalement avec un phénomène où on doit faire du rattrapage et effectivement être en capacité aussi d'innover dans la manière dont on va former et recruter. Donc, voilà aujourd'hui le sujet qu'on a, et je pense qu'il y a un sujet de maturité de la filière aussi qui est récente, et en même temps les besoins et les attaques dans les entreprises sont aussi grandissantes. C'est sûr que là, on voit bien les news tous les jours avec la succession des attaques et comment est-ce qu'on peut arriver à s'en tirer. Là, on a vu peut-être le côté un peu demande. Si on se tourne plutôt du côté éducation, finalement, Walter, est-ce que dans le monde de l'éducation, vous voyez aussi, quelle est votre vision sur ce sujet-là, et puis comment finalement vous évaluez un petit peu aussi l'aspect des formations? Est-ce qu'elles répondent aux besoins du marché? Est-ce que les étudiants sont facilement employables? Alors, ils sont facilement employables. J'avais pas trop de doutes en posant cette question, en fait. Après, clairement, quand on regarde du côté formation, on peut observer qu'il y a quand même eu une grosse réponse, moi, que je qualifierais d'organique, en fait, à la demande. Bon, passons sur les acteurs traditionnels de formation en cybersécurité qui se sont toujours adaptés, ont toujours été en phase. Donc, je vais parler de ce que je connais le mieux. Je parlais un peu de mon école, juste pour dire que des acteurs comme nous qui n'étions pas engagés dans la cybersécurité, il y a 5 ans, on sortait 10 consultants cyber parce qu'on avait une petite option de GRC en fin de cursus. Aujourd'hui, on a fait x15. On a 2 axes majeurs, on a des bachelors qui sortent. Enfin voilà, on a essayé de répondre, on a mis les moyens à ça. Donc il y a effectivement des acteurs qui étaient très généralistes qui se sont repositionnés pour répondre à la demande. Et puis surtout, mais le phénomène intéressant que j'ai observé, donc c'est bien qu'il y ait 2600 par exemple, hein, c'est cette apparition de ces écoles qui sont vraiment des écoles métiers, qui sont très jeunes, très réactives en fait, et très très agiles. Là où nous, on est un peu plus gros, un peu moins agile, donc on est plus dans le temps. Voilà, et je trouve que globalement aujourd'hui, la formation offre une réponse systémique relativement intéressante. Si on rajoute tout ce qui peut être skilling du côté CCI, par exemple, et puis ce que fait Simplon, par exemple, pour donner d'autres noms de aujourd'hui, comment l'écosystème formation se mobilise. Partager ce point de vue, peut-être Valérie, sur ce point-là? Oui, et merci Walter d'avoir effectivement parlé de l'émergence d'écoles qui sont 100% dédiées à la cybersécurité sur des programmes longs, mais qui effectivement touchent à la richesse et la diversité, la pluralité des métiers, ou en tous les cas forment à la pluralité des métiers de la cybersécurité. En revanche, il y a deux points que je voulais soulever. Le premier, c'est que on ne peut plus, et vous l'avez dit Général, et vous en avez parlé aussi dans l'étude, dans les résultats de l'étude, on ne peut plus envisager la formation aujourd'hui avec une cassure entre la formation initiale et la formation continue, d'autant plus sur un secteur qui est celui de la cybersécurité où il y a une innovation constante des menaces et des attaques. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que quand on discute avec nos entreprises et nos institutions partenaires, on a à peu près entre 200 et 220, je crois, entreprises et institutions partenaires,
une des grosses difficultés qu'ils ont, c'est d'arriver à identifier les compétences, précisément les compétences de leurs collaborateurs cyber. Donc, c'est d'où la nécessité vraiment d'envisager les choses tout au long de la vie. Après, nous, c'est ce sur quoi on travaille avec, effectivement, tu le disais, Walter, mais on partage avec une certaine agilité, c'est qu'il faut qu'on passe de l'ère du diplôme seul à l'ère de des compétences et de la micro-certification des compétences. Donc, ce qui va permettre d'évaluer en amont finalement les compétences maîtrisées, les savoirs et les savoir-faire maîtrisés par les collaborateurs, mais aussi par les étudiants qui rentrent dans un cursus. On parlera tout à l'heure de diversité de profils, ça en fait partie. Donc, d'évaluer ce qu'ils connaissent et puis leurs appétences aussi, de former aux justes compétences, c'est-à-dire de faire des parcours de formation sur mesure et de les construire avec les entreprises en étant vraiment sur un référentiel commun qui a un grain très fin sur les compétences nécessaires pour garantir la résilience de nos entreprises et institutions. Et ensuite, très important, il faut donc qu'on passe de l'ère du diplôme seul à l'ère de la micro-certification de chaque compétence. Parce que ça va donner un outil aux entreprises aujourd'hui pour pouvoir piloter la montée en compétences de leurs collaborateurs, donc garantir l'expertise au service de la résilience. Et en même temps, pour les collaborateurs, c'est quand même très valorisant parce que ça leur permet aussi de gérer leur carrière et leurs évolutions de carrière. Donc, c'est vraiment ce changement de paradigme et ce travail collaboratif qui est essentiel avec les entreprises, nos entreprises et institutions françaises, mais aussi en regardant ce qui se passe dans le monde, parce qu'on peut avoir des notions de prospective qui sont intéressantes et redescendre. Et aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais on a des outils et l'IA va nous aider beaucoup à pouvoir descendre au niveau régional, au niveau territorial, pour justement arriver à piloter cette montée en compétences au service de la gestion de risque et de la gestion de crise. Voilà. Je trouve très intéressant ce que vous disiez parce que justement, le référentiel de compétences, toutes les filières cybersécurité sont vraiment parfois coincé parce que pour créer son parcours de carrière, comment on le structure, quels axes, etc. Est-ce que vous avez quelques peut-être exemples de référentiels que vous avez pu voir qui sont intéressants ou sur lesquels baser des travaux ? Alors, évidemment, et je pense on se base tous au départ sur le panorama des métiers de l'ANSSI, qui évolue. Depuis 2019, il y a les métiers connexes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ces métiers connexes. Il y a le campus cyber travaille aussi sur un référentiel. Nous sommes membres de l'ACN, du pôle d'excellence cyber, donc il y a un vrai travail qui est fait, mais qui reste à un niveau macro. On rêve tous du NIST, d'arriver à avoir un référentiel avec un grain qui nous permette d'avoir une base, un langage commun. L'Europe avance avec les NISA sur des référentiels, donc on est vraiment en tous les cas, nous, en tant qu'acteurs, justement, tu le disais, agiles, nos programmes déjà de formation initiale et les programmes de formation continue, de construction avec les entreprises, ont ce grain de compétences et de micro-compétences qui va nous permettre de certifier. Bien évidemment, je crois qu'on est tous, c'est le Graal, d'avoir un référentiel qui est partagé par tous et qui est validé notamment par l'ANSSI. Voilà. Effectivement. En tout cas, on voit bien du côté du monde de l'entreprise qu'on a effectivement une vraie diversification dans les besoins. Avec toujours des besoins techniques, technologiques importants, mais aussi, c'était évoqué sur les sciences non dures, entre guillemets, un besoin de monter en compétences. Est-ce que justement, la vision que vous avez sur le monde de l'éducation, est-ce qu'on voit une diversification des formations sur ces aspects peut-être moins techniques, ou en tout cas qui allient de la technique et du management ? Oui, alors pour le coup, je pense que c'est effectivement ce qu'on doit tous essayer d'adresser, un peu cette transversalité qui effectivement fait que, bon là, Valérie, tu parlais de gestion de crise, de management du risque, on est sur des métiers qui sont pas que techniques, où on a vraiment besoin de développer des compétences de management, des soft skills pour utiliser le mot à la mode. Donc effectivement, c'est clairement des choses qu'on adresse dans les formations, qu'on prend au sérieux dans la mesure où c'est un peu le cœur de métier en fait. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, certes, il y a des aspects techniques, mais évidemment, le cœur, si on prend le cœur du réacteur comme étant le facteur risque, on construit autour et à partir de ce moment-là, on a forcément des compétences transversales qui viennent jouer dans le jeu.
Oui, on adapte les programmes bien évidemment et pour répondre aux besoins. Et la GRC est un vrai sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maîtriser les fondamentaux techniques, mais en tout cas, alors vous disiez tout à l'heure, je rebondis sur les résultats de l'étude. Vous disiez il faut aussi qu'on ait des certifications qui soient plus courtes. Donc effectivement, c'est des réflexions qu'on a avec avec les entreprises et les institutions pour savoir quels sont leurs besoins, toujours en gardant ce prisme de quelle perspective d'évolution pour nos talents aussi. Parce qu'il ne faut pas avoir une vision court-termiste. Ce qui est important, c'est qu'on est encore aujourd'hui beaucoup en réaction. Il faut qu'on arrive à passer à l'étape de proactivité. Voilà. Et ça, c'est un enjeu essentiel. Donc, oui, on va. Enfin, quelque part, moi, j'aime bien dire aussi que les problématiques de cybersécurité que les entreprises rencontrent, c'est souvent parce que la cybersécurité arrive parce que la qualité a été mal faite. Voilà. Donc, il faut aussi se poser ces questions-là, à savoir, est-ce qu'on forme des développeurs qui savent sécuriser? Est-ce qu'on forme des admin/sys qui savent sécuriser? Il faut vraiment, et c'est ce travail qui est fait effectivement avec les entreprises. Donc, c'est pas juste dire je réponds à un instant T à une demande, mais c'est vraiment avoir une vraie réflexion avec eux et avec une notion de proactivité, de perspective, pour répondre au mieux aux besoins à court et à moyen terme, au moins, à minima. Louis-Antoine, côté justement des demandes des entreprises, des attentes finalement des entreprises, qu'est-ce que vous observez de votre côté? Alors peut-être en écho de ce que disait Valérie, nous on est très souvent sollicités en réactif, c'est-à-dire qu'on nous demande de patcher un besoin parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a une urgence. Et d'ailleurs, on a des cas et des configurations assez fréquentes d'attaques cyber, de fonctionnement en mode dégradé et d'une entreprise qui veut faire table rase généralement au niveau de certaines directions de cyber. Et l'enseignement, c'est que faire table rase, c'est pas toujours la meilleure solution et qu'il y a une vertu aussi à apprendre et à consolider à partir de ces apprentissages. Et on est aussi en écho au niveau de maturité de l'entreprise sur ces sujets-là. Et effectivement, notre enjeu, c'est d'aller aussi trouver des profils qui vont être capables de mettre l'entreprise face à ses contradictions, face à ses aspirations et les moyens qu'elle y met, et de trouver des profils qui vont pouvoir gérer l'existant, mais préparer aussi l'après. Et donc avoir cette capacité d'opérer le run, mais aussi de modéliser ce que va être l'organisation de demain sur la partie cyber. Oui, la projection dans le futur, l'anticipation, ça c'est des points clés. Peut-être justement côté Numéum, alors, il y a la cyber, il y a aussi l'ensemble des métiers numériques. Je sais que c'est un des grands sujets de Numéum. Comment vous voyez aussi ces différents points? Les entreprises du secteur de numérique sont celles qui recrutent le plus dans ces métiers de cyber. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de choses. D'abord, effectivement, renforcer l'offre de formation cyber en ayant 2 certifications de branche sur deux métiers, piloter, animer la sécurité informatique et puis détecter et traiter les incidents de sécurité informatique. Donc, des choses assez je dirais simples, mais qui permettaient de pouvoir déjà créer l'offre. Et puis ce qu'on fait aussi, on renforce les passerelles. On disait faut avoir une approche un peu d'hybridation face à une pénurie et des formations parfois longues où effectivement on peut avoir des experts. Il y a toute une démarche un peu intermédiaire de profils que l'on peut effectivement upskiller. On parlera aussi du reskilling, mais surtout hybrider un peu les formes. Les filières informatiques et cyber, par exemple, sont quand même très, très proches et les prestataires de services IT se spécialisent et se forment justement en cyber. Donc, on ouvre une nouvelle catégorie, je dirais, cyber, en sachant que c'est quelque chose en soi qui est une vraie compétence, mais qu'on peut apporter en complément à certains profils. Donc, c'est la manière dont on fait. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a créé une offre de formation de branche avec les actions collectives, justement, dans le cadre d'Atlas, notre opérateur de compétences. Et puis, on a créé aussi avec cybermalveillance, gouv.fr, un référentiel de compétences prestataires cyber, puisqu'on voit aussi que les entreprises, comme nous sommes les premiers recruteurs, font aussi appel beaucoup aux prestataires. Elles n'ont pas les grandes ont effectivement des équipes et des RSSI et ont renforcé très en amont, en prévention.
mais souvent c'est suite effectivement à une attaque que les entreprises font appel aussi à des prestataires. Donc il faut renforcer aussi la compétence des prestataires qui vont pouvoir accompagner. Et je pensais notamment à des prestataires aussi français. C'est important parce qu'il y a aussi le sujet de la souveraineté nationale et européenne dans ce domaine. Et donc c'est un peu ce que nous faisons et voilà. Merci pour tout ça. Je trouve très intéressant ce que vous venez d'évoquer sur le fait que finalement il pouvait y avoir des gens spécialisés en cyber, mais il pouvait aussi y avoir des gens numériques auxquels on ajoute les compétences cyber. Peut-être, Louis-Antoine, dans les demandes que vous traitez, dans la vision que vous avez, est-ce que justement on voit des profils hybrides de plus en plus? Est-ce qu'il y a toujours des freins? Il faut avoir un diplôme spécialisé en cyber pour travailler en cyber, ou quel est votre sentiment là sur ce niveau d'exigence vis-à-vis des diplômes? C'est très lié, encore une fois, à la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là. On a la voie royale, effectivement, de l'infraréseau qui reste très prégnante. On a aussi des configurations où l'entreprise est bien équipée sur ces sujets-là, mais manque de matrice de gestion des risques, et donc on va plutôt aller chercher dans le conseil, Wavestone étant généralement une cible assez récurrente. Non. Et donc on va, évidemment, notre rôle est de s'adapter à chaque configuration, mais globalement, les entreprises sont bien évidemment aussi un peu forcées à faire cette gymnastique de transposition et d'upskilling ou de reskilling. Mais bon, on est encore, pour nous, aux prémices de ça. Et côté école, vous ressentez que les diplômes spécialisés cyber, justement, sont bien reconnus? Ça, je pense que oui, mais comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à d'autres diplômes? Vous voyez des fois un peu une guerre entre les différents diplômes, ou vu la demande, c'est plutôt quelque chose qui se passe bien et tout le monde est aspiré? Quelle est votre vision? Alors moi, je vais prendre juste un exemple très concret. Là, donc, on est au mois d'octobre. Moi, j'ai mes années 5 qui partent fin janvier en stage, et ils défilent dans mon bureau en me disant, voilà, on a 3 ou 4 offres de stage. Monsieur, chez qui on doit signer? Vous connaissez telle entreprise? Qu'est-ce qu'elle peut nous proposer, etc. Vous en pensez quoi? Maintenant, si je vais voir mes bachelors en année 3 qui cherchent désespérément des alternances, ils ont beaucoup plus de mal à en trouver, alors que, ouais, je sais, c'est les nôtres en tout cas. Et même chose du côté reskilling, donc de notre côté de notre exec-ed, on a un MBA dédié, et on se rend compte que si le profil n'est pas tech à la base et qui rentre dans le MBA, il va avoir énormément de mal à trouver une alternance. Chez nous, en tout cas, hein. Donc, c'est peut-être pas général, mais je pense que nous, on est une école d'ingénieurs généralistes, et je pense qu'on traîne ce truc-là, ce qui fait que même nos bachelors, enfin voilà, il y a quelque chose que nous, on constate un peu comme un frein, alors qu'on sait que désespérément, la communauté cyber n'arrête pas d'appeler à des formes courtes du type bachelor, à justement plus de diversité. Donc, avec des formations, on va aller chercher des gens qui viennent du management, qu'on va former, etc. Eh ben, en réalité, nous, on voit un frein. C'est ce que nous, on constate, en tout cas. Valérie, vous le constatez aussi? Oui, alors j'en reviens, et tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part, il faut aussi qu'on change notre approche et qu'on soit sur, je reviens là-dessus, mais sur la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire cette diversité aussi, elle viendra du fait que il faut qu'on continue à former et à faire monter en compétences. C'est là qu'est l'enjeu. Si on reste sur uniquement le diplôme, je dis uniquement parce que le diplôme et la certification sont importants. Si on reste uniquement là-dessus et qu'on n'envisage pas, c'est-à-dire que finalement on considère pas un potentiel et des appétences, et que dès le démarrage, on n'est pas sur des programmes de montée en compétences, on n'y arrivera pas. Et il y a des blocages et il y a des freins, d'autant plus, et vous le disiez tout à l'heure dans l'étude, il y a un problème de communication, finalement de langage commun entre les services RH et les services IT. Et il n'y a pas vraiment d'outils de pilotage de cette montée en compétences. Donc, il faut vraiment là aussi qu'on change de paradigme et qu'il y ait ce travail qui soit fait. Finalement, on identifie un potentiel et on met en place tout de suite un programme de garantie d'expertise et de montée en compétences de ces potentiels. Bien au-delà du diplôme, ou surtout si on l'a eu il y a 10 ans. Enfin, voilà. Louis-Antoine, je crois que c'était un point que vous vouliez évoquer, justement, arriver à sortir de la compétence et arriver à projeter les candidats finalement dans la durée. Il y a arriver à projeter les candidats, et il y a aussi arriver à dégager des moyens et du temps
pour que les titulaires de poste arrivent à se former et arrivent à progresser. C'est très lié à un sujet fondamental, c'est comment est-ce que d'un point de vue financier, on valorise une fonction et un environnement dont la seule valeur perçue est celle de l'absence d'incident. Et que c'est un élément fondamental. On a le même sujet en RSE, on a d'autres sujets connexes, on a le même sujet en contrôle interne, par exemple pour des entreprises cotées. Il y a une appréciation par la négative qui est un biais fort, et il faut arriver à éduquer, évangéliser au plus haut niveau pour leur faire comprendre que c'est une logique d'investissement fort et qu'il y a une nécessité d'allouer des moyens pour évidemment prendre des profils qui sont peut-être qui paraissent moins bien capés parce que la valeur de leur diplôme est légèrement en deçà, mais qui ont le potentiel d'arriver au niveau requis, et avec de très belles surprises, ce qui arrive quand on parie sur le potentiel, évidemment. C'est sûr. Ce que vous évoquiez sur le fait que finalement la cybersécurité est souvent une fonction support qui est là pour coûter le moins cher et éviter les problèmes. Et ça, c'est un frein pas que sur les recrutements, hein. Je pense que c'est vraiment un frein sur l'ensemble des dimensions du métier, même si heureusement on voit un peu de changement aujourd'hui, parce qu'il y a quand même de plus en plus justement de structures, alors ça s'y prête pas forcément chez tous, mais qui vont arriver à valoriser leurs investissements en cyber pour se différencier sur leur marché. Alors soit parce que finalement elles sont assez mûres pour comprendre et pouvoir le mettre en avant, et on voit aujourd'hui que les GAFAM, toujours eux, hein, mais un Apple aujourd'hui se différencie par le respect de la vie privée dans ses téléphones et les mesures de sécurité qu'ils mettent dedans. Mais on voit que certains suivent ce chemin soit de manière commercialement positive, et heureusement aussi certains suivent le chemin parce que les réglementations imposent de plus en plus de choses. Alors, le RGPD, tout le monde y est soumis, mais on voit dans tous ceux qui vont fabriquer des objets numériques, avec de plus en plus d'exigences d'amener des fonctions de cybersécurité dans ces objets. Alors, objets, on parle de la borne Wi-Fi jusqu'au train, en passant par la voiture. Voilà, c'est très 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 large, mais ça peut, je pense, être un vrai révélateur et un vrai changement de posture en fait dans le futur. Très bien, Soumya, vous vouliez peut-être compléter sur ce volet de comment est-ce qu'on fait évoluer dans le temps les compétences des personnes. Je sais que Numéum est très justement impliqué sur ces sujets-là. Ah oui, nous, on met en place effectivement beaucoup avec notre opérateur de compétences, hein, qui vraiment joue le jeu. Je pense notamment à des parcours, on va au-delà de la formation, là pour attirer le sujet de l'attractivité, notamment les jeunes filles, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a que 11% de femmes dans ce secteur, et il est décroissant. Eh ben, on va réaliser des campagnes de communication et des vidéos de sensibilisation pour vraiment créer le précédent du rôle modèle sur la sensibilisation, sur la communication. Ça peut paraître toujours des éléments où on dit oui, mais alors on communique, mais c'est quand même le B à bas. Il faut absolument commencer par là, parce qu'il y a un sujet d'attractivité et puis il y a ce sujet d'accessibilité aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre le contexte de la pénurie de compétences dans le domaine de la cyber dans un contexte beaucoup plus large aujourd'hui du marché du travail, de la manière dont les jeunes consomment le travail, comment on a bien vu, au-delà d'avoir un désengagement, et je pense que le numérique n'est pas à l'abri de ce phénomène sociétal, c'est aussi des attentes différentes. Et donc, il faut aussi aller sur le terrain de ces attentes, et on travaille beaucoup évidemment sur le savoir-être, sur les soft skills et sur la manière d'innover pour identifier peut-être des futurs talents qu'on va accompagner. Il est évident aussi que pour les entreprises du secteur du numérique, nous avons nous-mêmes créé nos écoles internes, nos cursus de formation, Kerus, on a créé Kerus Learning Experience, qui viennent apporter les briques pour ensuite les certifications. Voilà, donc je disais souvent le temps académique est aujourd'hui plus lent que le temps économique, et le temps économique aujourd'hui a besoin de répondre à une urgence. Alors quand c'est une urgence business, économique, c'est important, mais là il s'agit d'une urgence de risque de perdre son asset économique. Enfin, aujourd'hui, le risque cyber est abordé dans les instances de gouvernance des entreprises, quelle que soit leur taille maintenant, dans la cartographie des risques majeurs. Donc, on voit bien qu'il y a une urgence
plus prégnante aujourd'hui pour ces profils. Et donc, voilà, donc on met en place, comme je vous disais, des formations, des filières, des certifications que l'on a aussi fait mettre au RNCP. Et puis moi, je pense qu'il faut qu'on ait une approche plus ouverte des profils. Et donc, un autre point, donc en tant que présidente de la Chambre de commerce de Paris, un accord au niveau de l'État vient d'être passé, donc 122 chambres en France, où effectivement Bercy souhaite que les chambres relayent aussi l'accompagnement à la cyberprotection du 99% du tissu économique français, c'est-à-dire les PME, les TPE, qui, elles, à date, sont vraiment effectivement au point zéro, enfin vraiment. Et elles sont aussi très touchées par les attaques de cyber, par les cyberattaques. Et donc, on va devoir effectivement accompagner. On organise très prochainement la quinzaine de l'emploi, où on va proposer à tous les jeunes qui souhaitent venir sur ces métiers en tension. Celui-ci, mais il y en a beaucoup d'autres actuellement avec l'arrivée, bien sûr, des Jeux Olympiques. Et vraiment, c'est l'entreprise qui se met dans les chaussures du candidat. C'est-à-dire utiliser on va travailler avec des gaming, des approches un peu ludiques, une approche soft skill, une approche de mise en situation d'un métier, avec évidemment des gens qui viennent parler de leur métier, expliquer ce qu'ils font, faire une démonstration de ce qu'ils font. Et je pense que ça, c'est une piste à imaginer, à regarder, parce que je pense que pour beaucoup de jeunes, c'est quand même une boîte noire, ou alors parfois, effectivement, ça devient une boîte noire qu'on veut hacker. Donc, c'est, on va dire, la partie sombre de ce domaine. Et je pense qu'il faut très tôt aller les voir, aller sur le terrain. Et je vous rappelle simplement, c'est un point, mais il y a quand même 1 million de personnes aujourd'hui sans emploi. Il y a 688 000 jeunes sans diplôme et sans travail. On les appelle les NEET, 688 000 en France. Donc, je pense qu'il faut aussi aller regarder ce vivier méconnu que nous adressons aussi au Numéum à travers le numérique responsable, le numérique inclusif. Et ça, les entreprises viennent nous voir et effectivement regardent comment elles peuvent recruter. L'alternance, c'est aussi une manne importante. On est passé de 150 000 alternants à probablement 1 million d'ici la fin de l'année. Il faut aussi aller chercher des profils Bac+3. Moi, je pense qu'effectivement, les niveaux ingénieurs sont très importants, essentiels. C'est l'expertise. Tout le monde ne peut pas y arriver du premier coup. Je pense qu'on peut créer vraiment des carrières. Moi, j'en suis convaincue. Je pense qu'on est beaucoup à l'aide, mais effectivement, le marché a quand même un peu de mal à recruter ces profils, comme nous l'évoquait Walter tout à l'heure. Sur justement ce côté un peu attractivité aussi. Parfois, on entend dire maintenant que il y a beaucoup de formations cybersécurité qui se sont créées, qui ont été reconnues au fil des années, mais qu'elles ont parfois du mal à remplir leur promotion. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ou pas? Alors, soit dans vos écoles, soit plus largement, je pense, dans cette grande difficulté qu'on a sur l'attrait des métiers du numérique au sens large. Valérie, peut-être plus de micro. Le revoilà. Alors, voilà. Du mal à remplir. Moi, en tous les cas, nous, on n'a pas ce problème-là. On ne prend que 7% des candidatures. En revanche, pour parler d'attractivité et surtout de connaissance de cette pluralité des métiers, sont des métiers qui sont passionnants. On a souvent tendance à réduire ça sur de la sécurité offensive, le pen tester, alors que d'abord le marché demande principalement de la sécurité défensive, mais il y a aussi tous les métiers du renseignement dont on ne parle pas assez, qui sont passionnants, et notamment dans les services de l'État. Il y a l'OSINT, il y a du GeoINT, il y a du reverse engineering. Enfin, c'est d'une richesse. Il y a une vraie pluralité, et donc ça demande aussi une vraie diversité de profils. Donc oui, il y a besoin d'expliciter encore, comme c'est un secteur qui est en plein développement, donc il faut expliciter, et puis il faut qu'il y ait des rôles modèles, exactement comme tu le disais, c'est-à-dire que les rôles modèles, sans qu'il y ait un décalage d'âge trop important, c'est-à-dire vraiment sur lesquels les jeunes filles et les jeunes garçons vont pouvoir se projeter, c'est essentiel. Et puis il faut travailler très en amont aussi. Nous, on travaille avec la DGESCO sur pas mal de programmes pour vraiment créer des vocations
dès le collège, lycée, et les amener et surtout leur dire qu'il n'y a pas de défaut d'orientation, puisqu'on a la chance aussi de pouvoir s'auto-former. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont très ludiques, de challenge, de CTF. Et donc ça, voilà, c'est des messages qui sont à faire passer pour pouvoir justement ramener les jeunes vers ces métiers à forte employabilité du secteur de la cybersécurité. Mais j'y reviens, il faut vraiment qu'on passe dans une nouvelle ère où on va les former en continu. Et donc, on n'aura même plus à réfléchir, ils ont bac+3, ils ont bac+2, ils ont bac+5. C'est où est-ce qu'ils en sont en termes de compétences et comment je peux les faire monter en compétences au regard des besoins de nos entreprises et de nos institutions. Oui, après, moi, je vais un peu abonder dans son sens. Hein, parce que nous, on n'a aucun problème de remplissage. Très bien. Aucun problème de remplissage, mais on sait très bien que en amont, c'est-à-dire collège, lycée, il y a une désaffection, qu'il y a une assez fausse image de la cybersécurité par rapport à ce qu'on disait. Hein. C'est-à-dire au début, effectivement, c'était plutôt l'admin réseau qui faisait de la cyber. Donc, il y a cette image qui reste d'un métier qui est très technique, alors qu'aujourd'hui, le besoin, il est plus là. Et ça n'a pas suivi dans l'imaginaire collectif. Donc, il faut arriver effectivement à faire redescendre dans les collèges et lycées cette idée que, ben non, il y a énormément de diversité de métiers. Et ça, bah, je crois que tout le monde est conscient de ça. Au campus cyber, il y a eu beaucoup d'actions dans ce sens-là aussi. Voilà, il y a une évangélisation à faire sur les nouveaux métiers de la cyber, en fait. Oui, l'image un peu d'Épinal du hacker dans sa cave avec son pull à capuche, le fond noir et les caractères verts qui défilent derrière, qu'on voit quand même beaucoup trop souvent dans les films et dans les différentes séries, je pense, peut à la fois servir, mais un peu beaucoup desservir quand même aussi sur la réalité de ce qu'on fait au quotidien. Vous parliez de diversité, on a un peu abordé le sujet de la féminisation. Est-ce qu'il y a des actions concrètes justement dans les écoles ou dans les entreprises pour justement aller vers ces populations-là? Peut-être Louis-Antoine pour commencer. Alors oui, forcément, on a des enjeux de féminisation des instances dirigeantes et on sait qu'avec la loi Rexin, on a des échéances d'ici à 2029 et 2030 sur lesquelles il faudra que dans les comités de direction et comités stratégiques, il y ait effectivement un pourcentage et c'est une très bonne chose. Le sujet aujourd'hui, il est donc d'identifier quelles sont les femmes en poste dans les métiers de la cyber et d'essayer de présumer quelle sera leur trajectoire et donc de commencer à les mettre dans des circuits pour que justement elles puissent accéder à ces instances dirigeantes. On regarde évidemment du côté de ce qu'on s'est dit de la voie royale de l'infraréseau et du conseil, mais le sujet c'est qu'on travaille aussi, on réfléchit avec les entreprises, notamment avec les sujets de l'IA, notamment avec des sujets de supply chain logicielle et de data, pour se dire en fait peut-être que les dirigeants de demain dans ces sujets-là ne viendront pas forcément de là où on les attend ou de là où on les prend. Et donc, on travaille à ça. Et notre rôle, c'est aussi d'essayer de réfléchir à ça avec l'ensemble des parties prenantes. C'est un sujet passionnant et c'est là où on est attendu et où les entreprises aussi sont attendues. Sur le sujet de la féminisation, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je crois qu'on en a parlé déjà, mais plus sur le sujet de la diversité au sens large. Effectivement, c'est essentiel. On voit la pluralité des métiers, on a besoin de profils différents, qui pensent différemment, surtout qu'en face, on a cette diversité de profils. En revanche, et là, je m'exprime en tant qu'école ou organisme de formation, gérer cette diversité dans la montée en compétences, ça demande beaucoup plus de temps. Ça demande beaucoup plus d'accompagnement. Ça demande vraiment, là, pour le coup, des programmes qui sont personnalisés à chaque apprenant. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On est dans une révolution numérique. L'IA va nous permettre d'augmenter certaines fonctions. Donc, on y réfléchit, on y travaille. Donc voilà, mais il ne faut pas négliger le fait que c'est bien de prôner la diversité. Après, sur le terrain, il faut pouvoir l'opérer. Enfin, opérer ces formations avec des publics et ne pas les mettre en situation d'échec, mais en même temps garantir la qualité, une même qualité de formation par rapport à des certifications, des titres ou des diplômes. Voilà. Quelqu'un veut compléter ? Oui, je vais encore une fois, après je te passe là. Il y a vraiment, mais en fait, on est sur le fait
nous, enfin, les écoles, globalement, on passe beaucoup, ou en tout cas, on essaye de passer plus ou moins vite, ça dépend de la taille et de l'agilité, mais sur ces histoires de compétences, bon, il y a toujours un diplôme, mais les compétences passent avant, enfin, essayer de changer le modèle. Mais après, en face, effectivement, en sortie, du côté des employeurs, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on a comme répondants qui vont nous pousser, nous, à continuer à faire cette performance, à aller vers l'adaptative learning, c'est-à-dire s'adapter à chaque apprenant et puis faire en sorte qu'il développe ses facultés d'apprendre qui lui sont propres et pas considérer que dans une classe de 50, tout le monde va apprendre de la même façon. C'est pas vrai. Donc, à un moment, de pouvoir adresser ces singularités qui permettraient de renforcer cette diversité. Et cette diversité, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de la cyber, ça paraît évident, on a affaire à une menace qui est polymorphe et systémique. Si on n'a pas une réponse qui est systémique et organique, ça va pas le faire. Donc, il faut qu'on cultive la diversité, mais c'est un besoin qui est lié au cœur même de la gestion du risque, en fait. C'est pas une question de c'est bien ou c'est mal. Genre, il faut des femmes parce qu'il faut des femmes, il faut pas des femmes parce qu'il faut des femmes, il faut des femmes parce qu'on en a besoin. Comme ceux qui ont fait l'expérience, par exemple, d'incorporer dans leurs équipes des gens avec un trouble de la sphère autistique, découvrent tout d'un coup que et leur franc-parler, leur impossibilité de mentir et leur façon de penser out of the box, ça a amené énormément de choses dans leur entreprise en termes de cybersécurité. Donc oui, il faut aller vers cette diversité. Je pense qu'il y a pas mal de freins à lever, hein, parce que pour le vivre dans les filières cybersécurité, dans les grandes entreprises, elles sont quand même souvent sous pression, avec des effectifs qui sont réduits. Et en fait, il y a un espèce de frein mécanique qui est de dire « Oh là, j'aurais pas le temps et j'aurais pas même les compétences peut-être pour intégrer des profils différents dans mes équipes, parce que j'ai la pression à gauche, j'ai la pression à droite, et puis j'y arrive plus et je suis parfois en limite. » Donc, il faut peut-être que collectivement, on réfléchisse aussi à montrer finalement quel type de profil peuvent faire quelle chose, où est-ce qu'ils peuvent apporter cette diversité. Oui. Et encore une fois, on va retomber sur des compétences, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est les entreprises qui ont fait ce pari, par exemple, de l'inclusion de personnes qui ont des troubles de la sphère autistique, se retrouvent à aménager les espaces de travail, se retrouvent à faire plein de choses pour que cette personne puisse travailler. Et d'ailleurs, après, mais a posteriori, le retour, c'est qu'elles ont été obligées de faire ça pour tous les employés, qui ont tous amélioré leur qualité de vie au travail et sont devenus plus performants globalement, juste parce qu'à un moment, on était obligé de prendre soin de quelqu'un qui était différent. Donc, il y a un coup d'entrée qui est assez fort, mais je comprends bien que une entreprise qui est au feu, qui n'a pas les moyens de faire ça, c'est compliqué. Oui, mais en même temps, elle règle deux problèmes. Elle a un enjeu les entreprises ont une obligation d'employer 7% de la masse salariale de personnes en situation de handicap. Je crois qu'il y a vraiment très, très peu d'entreprises qui arrivent à ces 7 ou 6%, pardon. Mais en même temps, c'est une démarche de RSE. Donc, si on peut coupler l'engagement de recruter des personnes issus de cette diversité, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap. Et on a aujourd'hui des profils qui sont en reconversion. Là, je vous parlerai du programme qu'on réalise. Et en même temps, on règle effectivement cet engagement qui est une obligation de recruter ou de maintenir dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Finalement, on rapproche deux besoins, un besoin de recrutement et puis identifier des profils qui sont en situation de handicap mais non visibles, parce que 2/3 du handicap n'est pas visible, c'est très très peu de personnes qui sont. Et donc ce trouble-là, il peut être extrêmement bénéfique. Finalement, valoriser la différence devient vraiment un cœur d'innovation et finalement de changement de paradigme, surtout aujourd'hui dans les organisations qui doivent se réinventer. Donc moi, je pense que c'est vraiment une chance de faire rentrer cette diversité. Elle est plus complexe à former. Elle est plus complexe aussi parfois à faire entrer dans les entreprises. Et c'est pour ça que les entreprises du secteur du numérique, qui sont souvent les prestataires des grandes entreprises, peuvent le faire et le font. Parce qu'au sein de nos équipes, et je le vois chez Kerus, on a des projets en interne, on développe des projets pour le compte du client et finalement, ce qu'attend le client, la grande entreprise, c'est le livrable d'un projet, la réalisation. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir que des gens qui sortent de la même école. Et donc, justement, on ouvre à l'alternance, on ouvre à des profils différents. Et le programme qui cartonne, j'ai envie de dire, à Numéum, c'est un programme qu'on a lancé il y a 7 ans,
qui s'appelle Numérique Emploi. Alors, peut-être qu'il pourrait être appliqué à la cyber, mais effectivement, là aussi, qui est de remettre dans l'emploi des demandeurs d'emploi, donc des chômeurs, mais pas très éloignés de l'emploi. Donc, on le fait dans plusieurs régions et on remet chaque année depuis 7 ans à peu près 300 développeurs qui étaient au chômage, peut-être des cobolistes, enfin des gens qui n'avaient. Il y a aussi des gens dans le secteur de l'informatique et du numérique qui sont sans emploi, enfin il faut le savoir, et donc qu'on a reskillé à travers une formation qui a duré plusieurs mois avec la région, avec APEC, les acteurs locaux, et on a défini même les programmes de formation qui étaient nécessaires à l'entreprise finale. Je pense à Sopra qui avait recruté une promotion. Et là, on voit bien que c'est quelque chose qui marche. On est en train de le déployer dans toutes les régions. Et c'est aussi l'ancienne transition collective. Enfin, nous, en tous les cas, ça marche bien, ce numérique emploi. Et on remet systématiquement des gens dans l'emploi durable. 85% retrouvent un CDI. Donc là aussi, c'est une manière de reconvertir durablement. Oui, je trouve que c'est intéressant ce que vous citez. Il ne faut pas se priver je pense que pour le secteur de la cyber, il ne faut pas constater qu'on est dans une situation où il n'y a pas de solution entre la formation initiale, peut-être la formation continue. Il faut utiliser tous les champs possibles. Adresser tous les champs possibles, je pense. Bon, on est prêt à prendre rendez-vous pour cyberemploi. Parfait. Ben voilà, une mise en relation qui débouchera peut-être sur des nouvelles possibilités. Oui. Merci. Alors, au risque de paraître légèrement dissonant par rapport à tout ça, mais je pense que les métiers de l'IT sont ceux qui ont prouvé que, en termes d'inclusivité, de diversité, relativement à d'autres métiers, avait été mieux-disant, et que la cyber en a aussi profité par les effets de passerelle. Fondamentalement, je pense que c'est une question de vocation et d'attractivité et de compréhension du sujet. Évidemment, l'inclusivité et la diversité sont des sujets clés parce qu'elles sont prédictrices d'une capacité d'une organisation à faire émerger de l'intelligence collective et à évoluer. Mais fondamentalement, c'est un sujet de vocation et de compréhension et de lisibilité des parcours. On sait assez bien aujourd'hui, quand on s'engage des études en marketing, en finance, on a une lisibilité du parcours qui est assez claire et donc une capacité à se projeter et à trouver les ressources pour y aller. La cyber est encore, et on parlait de boîte noire tout à l'heure, souffre encore trop d'opacité sur sa projection, et ce qui est aussi logique parce que c'est un environnement en mutation perpétuelle et où quand on se dit on se lance dans une voie, puis on entend parler d'ordinateur quantique et on se dit en fait est-ce que ça vaut le coup même de mettre un pied là-dedans? Donc il y a le sujet évidemment est central, mais pour moi il est vraiment un peu déporté. Et il y a un effort énorme à faire, je pense, dans cette dimension-là, d'expliquer les métiers, de montrer ce que c'est, de montrer comment ça se projette, à la fois sur la population générale. On parlait des jeunes, on parle des parents des jeunes. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des sensibilisations de jeunes dans ma ville, et je parlais avec les parents qui voyaient pas les métiers qu'il y avait derrière, qui les comprenaient pas, qui les touchaient pas du doigt. Et une fois qu'on les avait expliqués, ils disaient ah oui, mais ça a l'air intéressant quand même. Pourrait peut-être voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à prendre très en amont. À l'échelle externe, il y a aussi une action, moi j'ai vu ce qui a marché concrètement sur le terrain, c'est les mobilités internes dans les entreprises. Et il y a souvent un vivier qui est complètement oublié, c'est que vous avez des dizaines, des centaines, voire des milliers de collaborateurs dans l'entreprise pour qui finalement souvent la filière cyber, alors il y a quelques années c'était la personne au fond du couloir qui dit non, il faut surtout aller pas le voir. Maintenant, c'est plutôt, oulala, c'est des gens qui courent partout, ils ont l'air d'avoir plein de problèmes et ils sont tous stressés, voilà. Et ils ont des cernes parfois, là, je comprends pas. Mais en vrai, oui, c'est des fois un métier qui est un peu demandant, mais en vrai, c'est pas tout le temps ça. Et j'ai pu observer, moi, chez certains clients, certaines grandes entreprises, ils ont passé du temps à aller voir les gens dans leur entreprise, à expliquer ce qu'ils faisaient, tout simplement, à aller au contact. Et j'ai un client qui a réussi, par exemple, à faire d'immobilité des fonctions IT numériques vers son équipe. Alors, c'est des gens qui, effectivement, n'étaient pas des experts cyber.
certes, mais qui avaient envie d'apprendre, qui avaient envie de comprendre. Et puis surtout, ils arrivaient avec un bagage, ils connaissaient toute l'entreprise, ils connaissaient déjà le système d'information, ils avaient les bons contacts avec tous les autres départements métiers, parce qu'on sait que souvent la cyber, des fois, elle est un peu sur le côté, elle s'est construite un peu toute seule. Et là, ça a complètement, déjà, ça a doublé la taille de l'équipe, mine de rien, et puis ça a complètement ouvert cette équipe cyber sur le reste de l'entreprise. Et je pense que ça, c'est vraiment un axe qui est malheureusement trop souvent oublié. Voilà, c'est les mobilités internes. Alors qui par rapport à ce qu'on a dit après, nécessite déjà d'être évoqué et pas faire juste des fiches de poste où on cherche le RSSI à 5 pattes avec 15 ans d'expérience, qui est bon en technique, qui est bon en juridique, qui est bon en management, qui est bon en RH. Voilà, bon, celui-là, il n'existe pas. Hein. Peut-être, Louis-Antoine, vous pourrez nous parler des autres, de la V1 de l'offre qu'on vous demande. Et puis après, il faut les former et je pense qu'il y a un bon lien. Mais peut-être que Antoine, vous le voyez encore, hein, ces offres type. Alors oui, et pas que en cyber, mais oui, et d'une façon générale, il y a ce besoin de répondre de façon holistique au travers d'un seul profil, et on leur répond évidemment que c'est pas possible et que c'est pas la bonne approche, et qu'il faut raisonner par majeur et par mineur, et que l'enjeu c'est d'aller chercher des compétences effectivement stratégiques pour commencer, et ensuite mettre différentes briques à coller à ça. Et c'est là où ils réalisent qu'effectivement, ce ne sera pas un, mais plutôt 3 ou 4 recrutements. On parle aussi souvent du sujet du salaire et de l'envolée des salaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous observez tous sur ce volet-là? En chasse, on a une approche qui est souvent assez agnostique. Alors oui, on a des benchmarks marchés, on est capable de donner des fourchettes indicatives. La réalité, c'est qu'on va souvent fonctionner selon une démarche où on nous demande un set de compétences et un potentiel, et que c'est à nous de faire remonter ce que le marché aujourd'hui vaut, et de dire à l'entreprise, en clair, de aussi s'aligner ou d'être cohérente par rapport à son projet, ou alors de s'en tenir à son budget, mais qui va contraindre de facto le calibre de la ressource qu'elle recrute. Alors nous, sur la question de l'attractivité, des leviers en fait qui poussent nos étudiants à rejoindre telle ou telle entreprise, le salaire, certes, est un point qui regarde, même si on n'a pas encore de marché vraiment mature. En revanche, c'est pas le premier levier. Le premier levier, et tu parlais tout à l'heure de vocation, c'est voilà, est-ce que c'est l'intérêt des missions qui vont être confiées. Et là où on rejoint l'idée que le salaire n'est pas le premier levier, nous on a 40% de nos étudiants qui veulent rejoindre, qui sont déjà ou qui veulent rejoindre à la fin de leur formation les services de l'État. Et on sait que c'est pas l'un des avantages prédominants, le salaire. Donc, intérêt des missions. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on valorise les enjeux auxquels ils s'attaquent. C'est-à-dire que nos cyberdéfenseurs, aujourd'hui, sont garants de la durabilité sociale et économique d'un pays. Et ça, c'est vraiment important de le valoriser au sein de l'entreprise. Et en règle générale, quand on parlait d'attractivité, il ne faut pas oublier ce qu'ils portent et les valeurs qu'ils portent. Donc, et puis, ça passe par des preuves aussi. Il faut les nourrir, d'où la nécessité. Nous, nos étudiants, ceux qui sortent là, nous disent « Mais comment ça va se passer après ? Comment je vais… » Alors, ils ont l'habitude de s'auto-former, ça fait partie de leur mindset, d'aller toujours chercher cette curiosité. En revanche, c'est lié aussi à la communauté et au fait d'évoluer ensemble. Donc, comment ils vont continuer d'être formés? Donc, ça aussi, c'est un levier qui est primordial. De toutes les manières, si on n'est que sur la bataille du salaire vis-à-vis de l'international, on est mal quand même. Donc, on a quand même beaucoup d'autres leviers qu'il faut cultiver, bien au-delà de la marque employeur et des valeurs que l'entreprise et le fait qu'il y ait cette communauté, c'est ressorti aussi dans l'étude tout à l'heure, c'est très important, c'est primordial, donc valoriser et développer ses vocations. Oui, moi je suis tout à fait d'accord sur le sens à donner à ces métiers. Par contre, sur la rémunération, moi comme effectivement on a un vrai sujet de parité, hein, donc et décroissant, donc moi je trouve que c'est des métiers où quand on présente ces métiers auprès des jeunes filles, valoriser que ce sont les métiers du numérique au sens large, mais celui-ci aussi, sont bien rémunérés. C'est-à-dire que la rémunération, c'est aussi un levier d'attractivité
y compris pour les jeunes filles, parce qu'on sait quand même que, je vous rappelle qu'à compétences égales, on est encore à peu près à 24% de différence dans les entreprises. Hein. On n'a pas une rémunération identique. Donc, c'est vrai que sur ces métiers-là, il y a vraiment une possibilité de pouvoir, grand un, bien gagner sa vie pour les femmes. Donc, c'est un métier, il faut le dire. Et deuxièmement, il y a de la mobilité. Il y a possibilité d'évoluer. Donc ça, c'est des éléments qu'on met dans nos présentations auprès des jeunes filles. Oui, c'est clair. Très bien. Et finalement, je pense qu'on a traité pas mal de dimensions. Je vais commencer à vous demander de réfléchir à des questions que vous pourriez avoir, parce qu'on va bientôt arriver à cette séquence-là. Peut-être justement pour conclure, chacun d'entre vous, est-ce qu'il y aurait une ou deux actions peut-être qui vous sembleraient être clés aujourd'hui, le point que vous aimeriez le plus changer, on va dire dans les 3 ans qui viennent, si vous aimiez changer une ou deux choses, qu'est-ce que ça serait pour débloquer ce problème au sens large des talents et de la cyber? Tu veux? Moi, je reprends juste ce que je viens de dire, que c'est sur un secteur qui attire plus de femmes, plus de jeunes filles. Ça, c'est le premier point. Moi, je pense que, et même notre secteur au sens large, puisque dans l'IA, dans la data, aujourd'hui, on est en train de construire un monde sans les femmes. Donc, c'est quand même, pour moi, je trouve ça dangereux. Donc, vraiment, mon vœu, c'est qu'effectivement, ces métiers soient de plus en plus attractifs pour les femmes. Et deuxièmement, qu'il y ait plus de passerelles entre effectivement les acteurs, les entreprises du secteur du numérique et les écoles spécialisées dans les formations cyber, et qu'on crée des passerelles ensemble, notamment aussi avec nos opérateurs de compétences, en tous les cas le nôtre, qui est très, très, très moteur dans la manière dont on peut co-construire et travailler ensemble avec cette formation tout au long de la vie, maintien de l'employabilité. Donc, les technologies, elles sont aujourd'hui là. On ne sait pas ce qu'elles seront demain. Donc, c'est vraiment une démarche continue. Donc, c'est repenser un peu la manière dont on se forme. Merci. Louis-Antoine, peut-être pour continuer? Oui, alors moi, je pense effectivement un enjeu d'évangélisation. Encore une fois, je reviens à ça, et la conviction de ce que la cyber est l'affaire de tous, et qu'il faudrait qu'il y ait un tronc commun dans les entreprises de mise à niveau, quels que soient les départements et les niveaux d'interlocuteurs, notamment du fait de la forte dimension aussi d'ingénierie sociale des attaques, et que par effet de bord, ça contribuerait et à démystifier et à donner plus d'attractivité à ces métiers. Et peut-être qu'un jour la cyber pourrait être une grande cause nationale. Ça a failli être le cas il y a quelques années, mais je pense que ça pourrait aider justement largement à mettre le sujet sur la table et à le faire connaître. Merci. Alors, je ne vais pas répéter, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Simplement insister sur la notion de attirer les jeunes filles vers les métiers de la cyber, parce que ça me touche forcément énormément. Donc, cette notion de care, c'est-à-dire dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment ces enjeux de protection du régalien, de protection de la démocratie, de protection des citoyens. Les jeunes filles, nous, en tous les cas, à l'école, elles le portent. Et donc, il faut vraiment capitaliser sur cette notion de care. C'est ce qui permettra aussi d'attirer des jeunes filles, sans dire qu'elles vont travailler sur du droit ou de la communication, mais bien des carrières scientifiques, j'insiste, mais en tous les cas avec cette dimension de protection et de cause nationale, comme tu l'évoquais. Après, je reviens sur, il est important de raisonner en compétences, en micro-compétences, d'aborder la formation tout au long de la vie professionnelle, sans qu'il y ait de césure entre formation initiale, formation continue, et de micro-certifier pour permettre aux entreprises de piloter et aux collaborateurs de piloter cette montée en compétences. Voilà. Ça va être dur de conclure derrière tout ça. Donc ouais, ok, donc ça va, c'est pour toi. Non, moi ce que j'aimerais, mais là ça va être un vœu pieux, ça va rester en l'air, c'est qu'il y ait une prise de conscience globale justement de l'aspect de la dimension systémique. Enfin, aujourd'hui, on est dans une société qui est devenue cyberdépendante. Donc le risque cyber, c'est pas un risque anodin. C'est un risque systémique qui nécessite l'engagement de chacun. Tu parlais de cause nationale, mais c'est exactement ça, en vrai, qu'il y a derrière.
et c'est tout un pan de civilisation aujourd'hui qu'on fait reposer sur les outils digitaux. Donc s'ils tombent, c'est toute une civilisation qui tombe. Donc moi j'aimerais qu'il y ait une conscience tout d'un coup qui se réveille en disant mais voilà, je suis une partie de ça aussi quand même, donc je suis impliqué. Oui, conscience qui amène à une mobilisation à tous les échelons et qui pourrait amener effectivement des talents. Moi, si je reprends plutôt le prisme de l'entreprise, qui est celui que je connais le plus, en fait, finalement, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que justement nos responsables cybersécurité aujourd'hui, alors qu'on a déjà beaucoup de casquettes, mais soit montent en compétences eux aussi sur ce volet RH, sur ce volet de la gestion des talents, ou sachent faire venir dans leur équipe justement des personnes spécialisées qui ont les compétences là-dessus. Et on voit que ceux qui ont réussi à le faire, qui maintenant ont un COO avec une compétence budget RH ou qui ont même une délégation de quelqu'un des équipes RH pour animer une filière cyber, ont quand même réussi vraiment à transformer la manière dont à la fois ils vont recruter, certes en repensant complètement leurs offres d'emploi, en repensant les cibles de recrutement en termes, on l'a évoqué, de diplômes, d'expérience, etc. Mais peut-être de manière encore plus importante, en donnant de la perspective aux équipes en place et en donnant finalement aussi une vision de la cyber à toute l'entreprise. Et en fait, je pense que c'est sur ces leviers-là, qui sont les leviers à plus court terme, ceux sur lesquels on peut avoir un effet à 6 mois, 1 an, que là, on a vraiment des choses à changer. À la fois, voilà, en faisant un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, les campagnes de quelque part de marketing de la cyber dans l'entreprise, pour pouvoir montrer les métiers, montrer la diversité et attirer des autres profils qui parfois peuvent s'ennuyer quelque part dans l'entreprise ou alors vouloir découvrir quelque chose de nouveau. Et puis surtout, c'est arriver à faire grandir les talents que les gens ont déjà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, très tourné vers l'extérieur parce que justement, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez de gens, il en faut plus, il en faut plus. Mais finalement, parfois, en regardant ce qu'on a déjà et en s'intéressant à la diversité des profils qu'on a déjà, à leur parcours de carrière, à leurs aspirations, et on voit bien qu'il y a des grandes aspirations, il y a des aspirations plutôt techniques, il y a des aspirations plutôt managériales. En donnant de la perspective sur ces différents profils et en faisant vivre ces communautés, je pense qu'on pourrait déjà débloquer pas mal de choses à l'échelle des entreprises. Voilà, sur ce point. Eh bien, écoutez, on est au moment des questions. Ah, ouais, ça arrive immédiatement. Très bien, d'habitude on a toujours le moment, vous savez, où est-ce qu'il va y avoir une question, ainsi de suite. Hop, je vais... il y en a... Oui. Première question. Oui, bonjour, Marie Moin et Pita. Donc déjà, je souscris complètement et je suis complètement d'accord avec tout ce qui a pu être dit aujourd'hui et sur les problèmes. Mais pour rebondir sur tes derniers propos, Jérôme, j'ai l'impression que nous tous écoles ici, organismes de formation, on a quand même fait beaucoup d'efforts. On a créé énormément de filières, que ce soit en formation continue. On s'est tous mis à faire des formations courtes parce que le marché nous les demandait. On a aussi créé énormément de stages ou de formations tout au long de la vie. Mais là maintenant, j'allais dire, la balle me semble un peu plus dans le camp des entreprises qui ne passent pas. Or pourtant, on a des exemples d'entreprises qui sont passées à ces reconversions professionnelles avec des gens en interne. Ça marche bien. Ça marche bien. Humainement, c'est des expériences absolument fabuleuses. Malheureusement, on les a pas encore vues vraiment dans la cyber. Alors, quand même, j'avais une note positive et je voudrais savoir si les autres ont pu remarquer, et si même en entreprise, vous avez pu remarquer ce point. Moi, ce que l'on constate chez Epita, c'est des demandes de compétences cyber en dehors de la filière cyber, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus oublier cette autre filière. Et ça, pour moi, c'est assez positif parce qu'on a de plus en plus de demandes pour les développeurs, pour les opérateurs sur les systèmes industriels, etc., etc. Et je pense aussi que là, c'est peut-être un levier pour retrouver des personnes qui ont une appétence finalement au sein de l'entreprise. Mais je ne sais pas si vous avez aussi fait ce constat. Alors pour le coup, oui, on l'a vraiment fait, à tel point que nous, typiquement, donc école généraliste, on fait santé biotech par exemple. En santé biotech, ils ont de la cyber parce que c'est évident. Énergie ville durable, ils ont de la cyber parce que c'est évident. Industrie, ils ont de la cyber parce que c'est évident. Enfin, oui, et on sent bien
on sent bien qu'on pourrait faire quelque chose de transverse, en fait, avec du fonctionnel de différents domaines, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des choses un peu, il y a le silo cyber, et en fait, il y a une belle horizontale qui est en train de se faire, effectivement, dont il faut se saisir. Oui, je pense que effectivement c'est la question de la transversalité de la cyber qui est évidente. Nous on dit souvent pour expliquer justement parce qu'il y a besoin de clarification et d'expliquer dans l'idée d'évangélisation, on explique souvent qu'une école d'ingénieurs, un ingénieur il apprend à construire et à faire en sorte que ça fonctionne. Un ingénieur en cybersécurité, il va apprendre à construire de la même manière. En revanche, à chaque étape de la construction, il va réfléchir à comment ça peut être détruit. Voilà. Donc quand on dit ça, je trouve que ça clarifie l'idée de cette transversalité, de cette nécessité d'avoir de la cybersécurité à chaque étape de la construction, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, et on le voit, effectivement, ça se développe, parce que c'est une évidence. Et quand je disais tout à l'heure, finalement, on a des problématiques de cybersécurité parce que la qualité était mal faite, c'est pas pour accuser ceux qui ont construit, c'est simplement dire qu'on n'a pas assez intégré ces notions de sécurisation dans la conception et dans le développement de nos outils de production notamment. Donc oui, elle est transverse et au plus effectivement il y a ce mouvement de prise de conscience et d'intégration de la cyber dans tous les secteurs d'activité, au plus nous serons résilients. J'adhère aussi à ce que tu évoquais sur le deuxième axe. Effectivement, on voit de la cyber arriver partout dans l'entreprise. Alors, soit en couche légère, soit en couche même un peu plus profonde dans les métiers industriels ou dans les métiers de création de produits numériques, avec des équipes qui se créent vraiment là. Et sur le premier axe, oui, aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp des filières cyber pour changer la manière dont elles recrutent. C'est ce que j'évoquais un peu en conclusion. Il y a un certain nombre de chakras à ouvrir, je pense, qui des fois sont propres à la filière cyber, mais peuvent être aussi propres à l'entreprise, à ses habitudes de recrutement. Et il faut vraiment se mettre en proximité de CRH pour expliquer ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, comment ça se passe, etc. Et tenter des choses. On n'a pas grand-chose à perdre, quoi. Et puis peut-être aussi former les RH, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la filière cyber. Oui. Connaissent pas la matrice de compétences là qu'on a fait au sein de groupe de travail au campus. C'est vrai que ce serait bien que les RH puissent se l'approprier parce que c'est très compliqué pour eux. La filière leur demande un métier, mais ils savent pas ce qu'il y a derrière. C'est à nouveau sortir du silo de la cyber, mais peut-être que l'année prochaine, si InCyber veut faire une conférence sur le même thème, on pourrait avoir l'Association nationale des DRH qui viennent et qu'on ait une vision croisée finalement entre voilà des gens de la cyber et les filières RH. Je pense que ça serait très intéressant à monter. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, mais merci beaucoup pour votre intervention. J'ai trouvé ça passionnant et grâce à vous, je sais ce que je vais faire quand je serai grand. Et donc, non, mais il y a une dichotomie que j'ai trouvée très intéressante, c'est la notion de compétence et la notion de diplôme. Et quand on analyse bien, on peut dire à des gens qui n'ont pas de diplôme, vous avez un espoir parce que vous pouvez toujours acquérir une compétence. Et quand vous avez un diplôme qui normalement vous apporte des compétences, c'est pas suffisant parce qu'il faudra toujours que ces compétences soient mises à jour. Ça veut dire que, et on revient à ce qui vient d'être dit, si on considère que les métiers du cyber sont des métiers pour lesquels on coche une case, ça y est, j'ai mon responsable cyber, j'ai mon ceci, et l'affaire est réglée. Je pense qu'on passe à côté d'autres choses, c'est une approche beaucoup plus dynamique, et là, c'est là où on voit le problème des RH, c'est que beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait inscrire le recrutement d'une personne dans la durée, lui donner des perspectives, et c'est parce qu'il y a des perspectives que cette personne va continuer à acquérir des compétences et les adapter. Alors moi, j'ai juste deux petites questions que je voulais vous poser pour savoir si c'est complètement idiot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de relations entre les entreprises et les étudiantes au travers de l'alternat. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Avoir tout simplement un parrainage, c'est-à-dire vraiment qu'une entreprise décide, bien après avoir sélectionné, d'envoyer un jeune dans une école, et ce jeune, il va être complètement porté par l'entreprise par rapport à la compétence que souhaite l'entreprise, ainsi de suite. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, finalement, public-privé. Vous avez dit, 40% veulent rentrer dans le public. Bon. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas partir dans le privé ? Et tant mieux. Moi, pour moi, ça fait partie de l'attractivité, c'est qu'on n'est pas prisonnier du public et qu'on peut sortir dans le privé. Mais aussi, comment peut-on revenir du privé dans le public ?
Et je veux dire par là que là, il y a une vraie réflexion sur la gestion publique-privée de la ressource humaine. Et je suis pas sûr que l'État soit aujourd'hui capable d'intégrer ça dans le statut des fonctions publiques en général. Et pour moi, c'est un véritable obstacle. Et de toute façon, qui fera exploser le principe des statuts de la fonction publique. Le numérique va faire exploser tout ça. Alors voilà, quel est votre sentiment par rapport à ces deux approches? Alors, je vais rebondir sur la question du public et du privé, ce qui est une vraie question, et de l'attrition où je disais le salaire n'est pas le premier levier, mais il y a un moment quand on a charge de vie, charge de famille, ça peut devenir effectivement un paramètre prépondérant. Nous on regarde beaucoup ce qui se fait à l'international. Donc on regarde ce qui est fait aux États-Unis et ce qu'a fait le CISA aux États-Unis, où d'abord ils ont aligné, enfin pas que le CISA, mais ils ont aligné les salaires du public et du privé. Bon, alors nous sommes en France, on n'y est pas encore, mais en tous les cas, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe, et notamment outre-Atlantique. Donc oui, il va falloir qu'on fasse évoluer le modèle. On est quand même sur un secteur, la cybersécurité, c'est un des rares secteurs où finalement les missions sont parfois plus intéressantes dans le public que dans le privé. Quand vous demandez généralement à quelqu'un qui vous dit je suis fonctionnaire, bon, ok, quand on a des experts en cyber qui travaillent pour les services de l'État, déjà ils peuvent pas toujours vous dire ce qu'ils font, ou très rarement. Et ensuite, on sent, bon, il y a des missions en dehors de ce qu'elles portent, déjà dans la technique des missions et des moyens qu'ils ont à disposition, qui sont passionnantes. Donc c'est un vrai sujet sur lequel, mais je pense que vous êtes déjà sur le sujet pour faire évoluer les choses. Mais c'est important aussi de regarder ce qui se passe à l'international et d'en tirer voilà, des enseignements. Donc, et je me souviens plus le premier sujet général. Oui, alors absolument. Alors déjà, l'alternance a cette notion de, enfin, à partir du moment où la prépare et qu'elle est mise en œuvre dans cette idée de collaboration et de mentorat, un alternant a un tuteur qui vraiment, et pour que l'alternance fonctionne, d'abord il faut que ce soit le bon étudiant pour la bonne entreprise et pour le bon tuteur. Et il y a vraiment cette notion de mentorat et d'évolution et de team, de travail d'équipe. Il est essentiel à l'esprit de corps en cyber, on le sait très bien. Donc, aller plus loin, bien sûr. Maintenant, il y a une question de coût. Il y a une question de position des entreprises parce qu'on a eu l'habitude quand même que les formations soient beaucoup, en grande partie, prises en charge. Donc, c'est vraiment, là aussi, on va avancer sur ces terrains-là, mais parce que j'ai cru comprendre dans votre question que c'était même se dire, finalement, les entreprises vont repérer des talents ou des potentiels et vont investir sur eux, sur leur formation, tout en les mentorant. Donc ça, évidemment, on a tous envie d'aller. Maintenant, il y a une réalité budgétaire des entreprises. Il y a une culture aussi française de la subvention, de la prise en charge par certains organismes, même si c'est la taxe d'apprentissage qui finance l'alternance. Donc voilà, il faut y aller petit à petit. Au plus on va le prôner et au plus on va avoir des modèles déjà par l'alternance qui prouvent que ces binômes ou ces trinômes, ce mentorat est essentiel. Au plus on fera avancer les choses. S'il y avait une réaction de Soumia. Oui, juste sur le sujet du financement de la formation, il faut savoir que les entreprises du secteur du numérique investissent, je crois, 2 ou 3 fois plus dans la formation continue que dans tous les secteurs. Je crois que la banque est numéro 1 et le secteur du numérique 2, parce qu'en fait, nous, c'est notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, l'expertise, quand je vous dis que 50% des postes sont réalisés dans le secteur du numérique, les éditeurs, les conseillers en technologie, les ESN, nous, on investit 4% de la masse salariale dans la formation continue. Donc, évidemment, aucun problème pour certifier, pour former, puisque on sait déjà que dans le secteur du numérique, dans l'IA, dans le développement, la connaissance technique, l'expertise, elle est obsolète tous les 8 mois. Enfin, il y a tellement de nouvelles technologies qui arrivent qu'il faut se former en permanence. Et on nous demande, nous, les clients nous demandent d'avoir cette expertise up-to-date. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour la filière cyber qui n'est pas différente des autres? C'est-à-dire, voilà. Donc, l'investissement, il faut le faire et il est essentiel. Alors, la conférence touche à sa fin, puisqu'on a une heure de fin à 10h30. Et je trouve que le mot que je viens juste d'entendre, alors à moins qu'il y ait peut-être une dernière question, allez, allons-y.
Bon, bah, il était temps pour moi, donc merci beaucoup. Je partage l'essentiel de ce que j'ai entendu ce matin. Donc moi, Grégoire Chatillon, je dirige l'école européenne de cybersécurité, on est à Versailles. Si j'essaye de synthétiser ce que j'ai entendu, en fait, c'est qu'il n'y a pas de crise d'existence des vocations, au moins vu des organismes de formation, mais il y aurait une crise d'éclosion des vocations. C'est comme ça que j'aime bien le formuler. Une de mes spécificités, moi, c'est que je forme en fait des techniciens, donc un titre RNCP de niveau 5, donc ça équivaut à un bac+2. Et donc peut-être une question qui serait peut-être plus pour Madame Malinbaum. Est-ce que, parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui concernait surtout les profils ingénieurs, ce que j'ai cru comprendre, hein, même si ça à aucun moment ça n'a été dit, est-ce que vous ressentez le même constat sur ces niveaux de techniciens? Et est-ce que vous partagez aussi le constat que finalement, en informatique, toutes les tâches n'ont pas nécessairement à être exécutées par des ingénieurs et que du coup, il y a un effort à consentir sur peut-être les couches inférieures? Je suis évidemment d'accord avec vous, surtout que je présentais la démarche de dire d'aller chercher, d'aller vers un public effectivement différent. Un bac+2, un bac+3 aujourd'hui, il n'a pas fini sa formation, je dirais, académique. Sa formation académique, il peut la faire tout au long de sa vie. Donc, c'est simplement la prise de conscience de se dire, on démarre effectivement un bac+2 avec une formation cyber ou IA, ou surtout qu'en plus, on sous-estime l'approche un peu embarquée d'un candidat qui peut être souvent un digital native, donc qui lui-même déjà utilise, mais n'a pas. Donc, les certifications peuvent venir, ou les micro-certifications peuvent venir accompagner cette formation, jusqu'à, bien sûr, la formation d'ingénieur. Mais voilà, j'abonde complètement. Je pense qu'il y a notamment quand même au marché des PME et des TPE qui vont devoir aussi s'équiper. Elles n'ont pas forcément besoin d'un ingénieur. Il faut adapter, je dirais, le profil, et puis surtout, c'est un peu la capacité à se projeter et à se former tout au long de sa vie, quoi. Ne pas limiter l'expérience ou l'expertise. Tout à fait. Je sais qu'il y a encore des questions dans la salle. Par contre, je sais aussi que certains intervenants ont vraiment besoin de partir à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on lève la session, mais que vous puissiez aussi, si vous avez encore des questions, venir nous voir après pour parler encore quelques minutes avec vous. En tout cas, je vous remercie tous ici dans la salle, à distance, pour vos questions et votre écoute. Et puis, je remercie tout particulièrement les participants de la table ronde pour tout ce qui a pu être dit ce matin. Je pense qu'il était très enrichissant et qui, moi, j'aurai le mot de la fin sur finalement la cyber n'est pas différente. C'est ce qui a été dit il y a quelques minutes. Et je pense que voilà, il faut aussi qu'on sorte de ce schéma de dire le cyber c'est vraiment trop spécifique, c'est vraiment des gens spéciaux, c'est vraiment des parcours spéciaux. Non, il faut que la cyber elle soit partout et que ça devienne un métier comme les autres et qu'il y ait des passerelles et que tous les profils, que tous les diplômes trouvent leur place en cyber. Merci à tous.